mais est-ce que tu penses qu'il l'a fait tout seul? T'en penses quoi? Il scripte totalement ou pas? On est bien d'accord, hein? C'est quoi, à ton avis, la deuxième étape? Je sais, j'ai trouvé. En 3 lettres. Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Ho ho ho. Messieurs, dames, tous les soirs de décembre jusqu'à Noël, je serai votre père Castor. Donc, dans un premier temps, ma réaction a été « Oh, mais trop bien !» Ou la série que je vais pas louper, hein, et je la loupe pas. Hein, tous les soirs, je regarde Seb. Donc ça, c'était mon premier œil de spectateur. Génial. Et après, au bout de 10 minutes, je me suis dit « Mais comment il va faire? Enfin, ou comment il l'a fait ?» Parce que, étant de la partie, connaissant les coulisses de vidéos YouTube, niveau taf, c'est monstrueux. Parce que, je précise, c'est pas une vidéo de 10 minutes qu'il nous fait. C'est des vidéos de 20 minutes avec la même qualité qu'il y avait avant. Donc, aujourd'hui, avec toi, Sylvain, j'aimerais qu'on explique un petit peu tout ce que ça engendre derrière une production de cette qualité, tous les intervenants, toutes les étapes qu'il faut pour réussir ce genre de challenge à publier une vidéo de qualité par jour. T'en penses quoi? Ouais. Et je voudrais commencer par débunker un Vas-y. truc. Si vous avez déjà regardé des vidéos de Seb, c'est des vidéos qui ont l'air faciles, voire limite improvisées quasiment. Ça a l'air comme ça. Nous, on sait que derrière, il y a énormément de taf. Mais c'est simplement que lui, il a une capacité à nous parler comme si on était potes et vraiment on a l'impression qu'on est juste à côté de lui, qu'on est sur un canapé, qu'il est en train de Ouais. nous raconter une anecdote. Et donc, voilà. Et c'est ça qui crée de l'attachement à Seb, hein, en particulier. Et je pense que même étudier sa nouvelle façon de faire du contenu, je pense peut être super intéressant parce que c'est un peu un ovni en fait dans le YouTube francophone. Ouais. Et c'est un ovni qui marche et du coup, ce serait intéressant. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc, qu'est-ce que ça implique de créer une vidéo comme une vidéo de Seb? Mm. Ça implique déjà de trouver les sujets. Alors, au départ, il a enfin au départ, ces dernières années, quand il parlait de musique, il faisait des sujets, je pense, qui étaient vraiment des sujets qui lui tenaient vraiment à cœur, des artistes qu'il admirait, Ouais. voilà. Mais il a aussi été chercher des sujets un peu off. J'en ai regardé quelques-uns aussi. Hein, parce que moi, je suis pas un passionné de musique, mais je regarde malgré tout les vidéos de Seb. Parce qu'il arrive, du coup, il arrive justement parfois à prendre des artistes qui m'intriguent. Je crois que j'avais regardé celui sur Amy Winehouse. Ouais. J'avais regardé celui sur le gars qui a le plus d'écoute de ses musiques dans le monde Ah entier que oui, personne ne connaît. avec les écoutes gratuites. Oui. Voilà. En fait, toutes les musiques Enfin, qui voilà. passent sur YouTube, quoi. Oui, YouTube, TikTok, etc. Il y a un gars qui crée 80% de ces musiques-là. Et donc voilà, il m'a accroché sur ces formats-là. Et effectivement, on l'écoute jusqu'au bout parce qu'on apprend des trucs, c'est passionnant. C'est super sympathique. Enfin voilà, bref. Et donc, il faut déjà trouver ces sujets. Ouais. Et ça, c'est déjà une première étape parce qu'un bon sujet YouTube, c'est un sujet dans lequel on est suffisamment passionné pour pouvoir bien en parler. Où on va être capable aussi d'y passer énormément de temps pour peaufiner notre vidéo pour qu'elle soit la mieux possible. Parce qu'un sujet chiant qui nous intéresse pas, il y a vite un moment où on va dire ouais, non, c'est bon, laisse comme ça ira. Mm. Alors que si ça nous passionne et qu'on fait qu'une vidéo sur le sujet de toute sa vie, on voudra qu'elle soit parfaite. Donc, on va plus se donner pour un sujet qui nous passionne. Il faut que ce soit un sujet grand public, le plus grand public possible, ou qui peut intéresser une audience large. Pour cette taille de créateur-là, en tout cas, c'est important. Si demain, il nous parle d'un petit artiste qui a vendu 10 000 CD, soit il arrive à trouver un truc qui nous accroche et qui fait que ça peut nous intéresser, soit ça va vraiment pas intéresser grand monde. Alors, c'est ce que je veux, enfin, je veux rebondir là-dessus parce que je suis d'accord avec toi et je viens de mettre sa chaîne pour vraiment qu'on puisse en parler un petit peu. Mais c'est qu'il sait alterner entre ce qu'on appelle du vol d'autorité, c'est-à-dire parler de personnes que tout le monde connaît. Par exemple, il a fait Kanye West, Drake, Baby Shark, hein, qui est une des musiques les plus écoutées au monde. Et en même J'ai envie de la voir, cette vidéo-là. Elle est les histoires sont folles. Mais après, ce que j'adore, c'est ce côté comment parler de quelqu'un que personne connaît en arrivant à trouver vraiment un angle vraiment qui donne envie. Là, par exemple, je te donne les titres des dernières vidéos que enfin, ces artistes, personne ne les connaît. Le plus gros rageux de la musique, le chanteur le plus hardcore, et c'est là, elle est hardcore cette vidéo. Le chanteur porté disparu depuis 47 ans. Ok. Et l'homme aux 1000 hits. Celle-là aussi, elle est folle comme vidéo. Donc, il arrive vraiment à parler de choses qui sont souvent des anecdotes ou vraiment connues d'une toute petite niche, ce qu'on ne conseille pas
à nos clients ou même à vous qui nous écoutez. Mais il arrive à trouver ce côté très YouTube, hein, le chanteur porté disparu depuis 47 ans. Mm. Et il s'appelle Jim Il a Sullivan. trouvé, Je sais pas qui c'est. Et voilà. franchement, j'ai eu envie de l'avoir direct. Mais il a trouvé son angle. Et ça, c'est un truc que vous pouvez vous ramener dans votre besace après avoir écouté cet épisode. C'est que vous devez comprendre si vous allez effectivement faire du vol d'autorité, donc trouver quelqu'un qui va être plus important que votre contenu et que c'est cette personne qui va amener les gens vers votre contenu. Donc quand il fait l'histoire d'Amy Winehouse, il va pas titrer sa vidéo comme étant cette chanteuse qui a fini droguée à 24 ans. Voilà. Il cite Amy Winehouse parce qu'il sait que ça va faire venir des gens, il va la mettre sur la miniature, etc. À l'inverse, Jim Sullivan. Jim Sullivan, probablement que lui, enfin voilà, lui connaît, peut-être que les spécialistes de la musique et les passionnés de musique connaissent. Donc en fait, le réflexe qu'ont beaucoup de créateurs, c'est de se dire, bah, je vais quand même faire une vidéo pour les gens qui connaissent Jim Sullivan, et donc je vais raconter l'histoire de Jim Sullivan, je vais le mettre sur la miniature. Sauf que lui, il sait très bien que ce n'est pas suffisant pour plaire à une audience large. Et donc, son but, c'est de présenter Jim Sullivan aux gens qui ne connaissent pas Jim Sullivan. Donc c'est très différent comme objectif de celui d'Amy Winehouse que tout le monde connaît. Et donc, il doit trouver un autre angle, un truc intéressant, un sujet pour titiller la curiosité. Et il va surtout pas citer Jim Sullivan, il va surtout pas le montrer dans la miniature. Il va faire un autre truc pour qu'on arrive et qu'après la vidéo, on se dise, bah oui, maintenant je connais Jim Sullivan. Tu vois, Mathieu, toi, tu as retenu son nom, Ah oui, alors qu'avant, tu le connaissais pas. exactement. Non, mais Et donc, ça, c'est une espèce de feeling et c'est une expérience qu'on a en tant que créateur de contenu avec le temps de savoir quand on doit faire du vol d'autorité et titrer sur une personne ou un sujet mainstream qui va Exactement. parler à tout le monde et quand il faut au contraire créer du suspense, de la curiosité parce qu'on va devoir vulgariser. C'est un truc que les vulgarisateurs font beaucoup en fait parce que le but d'un vulgarisateur c'est justement de faire naître un sujet dans l'esprit de quelqu'un qui n'était pas intéressé à la base et donc créer une curiosité, un secret, un truc comme ça pour faire en sorte que les gens découvrent. exactement. Donc c'est intéressant de voir que lui, il a très très bien saisi Ah oui. ce truc-là. Et c'est très flagrant. Hein. Il parle de Bob Marley. La vidéo s'appelle l'histoire de Bob Marley. Il n'y a pas Bien sûr. besoin de mettre autre chose. Et il y a ce côté, l'histoire. Alors, on en a déjà parlé dans ces épisodes. Si vous mettez l'histoire de Bob Marley, c'est pas une vidéo de 10 minutes. Parce que moi, tu me Non. dis l'histoire de Bob Marley en 10 minutes, je dis non, bah non, tu vas la Il va survoler. manquer des bouts. Ouais, voilà, il va manquer des bouts. Donc voilà, déjà, comme tu le dis, première chose à faire, c'est de. Est-ce qu'elles sont plus courtes? Est-ce qu'elles sont plus courtes les vidéos sur Jim Sullivan et tout Oui. ça? Est-ce qu'il fait des vidéos? D'accord. Alors ça dépend. Tu vois, Ouais, tu vois, logique. Jim Ouais. Sullivan, c'est 15 minutes. L'homme aux 1000 hits, c'est 29 minutes. Le plus gros rageux, c'est 16 minutes. Voilà. On est entre du 16 et du 30 D'accord. minutes. Mais par rapport à l'histoire d'Amy Winehouse, Bob Marley, etc., c'est on beaucoup est quand moins, même quand sur plus court. ouais, on n'est pas sur des 1 heure. Donc, ok. Donc, tu dis première étape, et je pense que cette étape-là, elle remonte à quelques mois, hein, ça va être de trouver déjà 20, 30 histoires à raconter. Donc, je veux dire, nous qui connaissons un petit peu les coulisses, c'est des heures de recherche, hein, parce que au bout d'un moment, quand tu Et du brainstorm. as Des fois, épuisé probablement pas tout seul. les grands artistes, bah, tu dois aller piocher dans des petites anecdotes, tu dois aller voir du Reddit, tu dois aller voir du blog américain pour découvrir, parce que il y a bah, tu vois, Jim Sullivan, c'est un américain, personne ne le connaît en France. Donc, je suis même pas sûr qu'on ait du contenu français, quoi. Donc, il y a déjà cette première étape. Et à ton avis, voilà, tiens, c'est une question qui m'intéresse. À ton avis, c'est un fan de musique, on est d'accord. Mais est-ce que tu penses qu'il l'a fait tout seul ou il y a quelqu'un dans son équipe qui lui propose des sujets? On suppose, hein, attention, on ne connaît Là, pas. vraiment, Oui. supposition totale. Je pense qu'il les sort tout seul, moi, ces idées quand même. Parce que c'est Seb. Ouais. Quand on le suit un petit peu et tout ça, on sait qu'il y va par passion à fond. Donc j'ai quand même l'impression que c'est des trucs qui viennent tout seul. Après, c'est pas impossible qu'il ait quelqu'un de son équipe ou de son entourage ou des potes qui sont aussi en veille active, on va dire, qui scannent un petit peu et qui disent tiens, j'ai vu un truc là sur un artiste, ça peut t'intéresser pour une vidéo, qui lui soumettent des idées comme ça. Je suis pas certain par contre qu'il y ait quelqu'un qui soit dédié à rechercher des nouveaux sujets et qui se pose en réunion avec Seb et qui dise voilà, je t'ai trouvé 100 histoires, je vais te les raconter toutes et on va choisir 30. Je suis pas certain. Ça pourrait, hein, parce que du coup, c'est comme ça que se crée le contenu de façon vraiment plus professionnelle encore après. Mais pour l'instant, voilà, il n'a pas sorti 2000 vidéos non plus Non. d'artistes sur sa chaîne, donc je pense pas que ce soit encore le cas. Ça pourrait. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est lui qui va chercher parce que c'est un passionné, parce que je pense que
comme tu dis, il aime bien aller chercher et choisir quelle histoire il va mettre. Mais sachez en tout cas pour ceux qui nous écoutent qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont payées pour faire ça, pour trouver Mm. des histoires. On va parler après de la suite, mais en tout cas, c'est des personnes que nous, on peut rencontrer. C'est des profils qui existent. Et voilà, c'est intéressant de le savoir que même si vous êtes passionné, vous pouvez compter sur quelqu'un qui peut vous aider. Ok, donc, première chose de faite, on trouve les sujets. Deuxième étape, c'est quoi, à ton avis, la deuxième étape? À mon sens, la deuxième étape, c'est la recherche. La Ouais. recherche de la documentation. Donc, vous voulez faire l'histoire de Baby Shark, il va bien falloir sortir des trucs intéressants sur Baby Shark. Et donc, ben, il va falloir éplucher un petit peu, effectivement, Internet, faire des recherches. Il y a quand même une étape supplémentaire quand on est un gros créateur comme Seb, c'est la vérification des informations. Mm. Parce que quelque part, quand on a une petite chaîne, on peut se permettre de raconter un peu n'importe quoi, c'est pas grave, ça passe, il n'y a pas grand monde qui nous regarde. Quand on est un gros créateur, on se doit d'avoir une certaine rigueur. Donc ça, cette phase-là, autant pour ces vidéos habituelles, j'aurais eu tendance à penser que c'était lui qui faisait les recherches, mais c'est pas sûr. Autant là, quand on en sort 30 en un mois, je me dis qu'il a probablement de l'aide quand même quelque part. Il y a probablement quelqu'un, parce que c'est hyper long de faire des recherches comme ça. Donc à moins que ce soit quelque chose que lui prépare depuis 6 mois et que tous les mois il se fasse la recherche de 3-4 artistes, même plus que ça en fait. Mais je pense qu'il a dû se faire aider quand même là-dessus. Et je pense qu'il y a recherche, mais aussi collecte de vidéos. Ah oui. Voilà, je Pour pense, illustrer ouais, après. je pense que Ouais. dans cette étape-là, Ça se fait à ce stade-là, oui. ouais, parce qu'après avoir regardé les vidéos, tu vois que c'est beaucoup illustré. Et on va même chercher des images d'archives, hein, quand il te parle donc des covers de vinyle, de disques. Donc pour moi, il y a vraiment un travail de recherche très pointu qui va aider, pour l'étape d'après, ça va être comment construire l'histoire, mais qui va aider aussi à ne pas perdre du temps sur les autres étapes. Ça va être pour le montage, par exemple, et à collecter Ouais. déjà des passages très précis, hein, parce que vous connaissez, hein, vous regardez un documentaire d'une heure, des fois vous allez garder que quelques frames. Donc ça, je pense que ça se fait dès maintenant, et c'est pour ça, je pense, qu'il est aidé et qu'il ne fait pas ça tout seul. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il doit avoir un système de collecte d'informations. C'est un système en place qu'ils utilisent tout le temps. Par exemple, ça pourrait être, nous on utilise souvent ça, mais ça pourrait être Notion, une page Notion par vidéo. Et je suis en train de faire des recherches sur Baby Shark. Je découvre qu'en fait, celui qui a fait la musique, il a aussi fait une publicité pour je sais pas quelle marque de voiture japonaise. Et je tombe sur cette vidéo-là. Je prends le lien, je le mets quelque part. J'ai une partie ressources sur ma page. Et je sais que ces ressources-là, quand on sera à l'étape du script, on pourra les mettre dans le script et dire là, à tel endroit, mettre un extrait de ça, mettre un extrait de ça. Et ça, nous, nos monteurs, ils nous remercient très fort quand ils ont un script, quand ils ont la chance d'avoir un script de cette qualité-là, où il y a déjà des illustrations qui sont mises par avance, parce que pour un monteur, devoir aller chercher, je sais pas, imaginez fouiller dans les archives de Bob Marley pour trouver le plan exact, ça peut prendre des heures et des heures pour la petite illustration de 4 secondes. En fait, c'est une perte de temps incroyable, surtout quand on est déjà tombé dessus pendant la période de recherche, effectivement. Ok. Donc, grosse étape pour moi. Je pense que c'est pour ça que je pense que ça a été, ce challenge a été préparé il y a des mois. Parce que c'est vraiment l'étape de recherche. C'est vraiment un gros morceau, hein. Plus vous avez des recherches, et plus la suite va être simple. Et donc, la suite, pour moi, bah, c'est l'écriture de la structure, du squelette du script. On est bien d'accord, hein? Oui, complètement. Et c'est là où sur des formats vidéo comme le sien, alors j'ai plus forcément en tête ces structures de script, mais l'écueil qu'il faut éviter, c'est de faire les choses de façon chronologique. Parce que souvent, le début de l'histoire est pas le plus intéressant. Sauf que le début d'une vidéo YouTube doit être la partie la plus intéressante. Et donc, soit il faut trouver un moyen de donner une vraie bonne raison aux gens d'écouter toute l'histoire depuis le début. Donc, il y a une accroche, qu'on appelle une petite accroche. Soit parfois, et c'est pas déconnant, on peut commencer par la fin, par le milieu. On peut commencer l'histoire d'Amy Winehouse par dire, je sais pas moi, le 24 avril 2008, Amy Winehouse est retrouvée morte dans son appartement. Et pourtant, elle venait de sortir tel tube, on le fait écouter, on met des petits extraits, machin, etc. Et pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut retourner à ses débuts. Là, on revient à son enfance, etc. Et ça, c'est une petite gymnastique
que si vous voulez retracer le parcours de certaines personnes, ou bien la façon dont une entreprise est devenue super célèbre, etc., vous devez vraiment absolument essayer d'apprendre cette gymnastique-là, de comment je fais pour démarrer par un truc intéressant, surprenant, pour pouvoir après expliquer le contexte, etc., mais ne surtout pas commencer par, je sais pas moi, Bill Gates est né un 12 avril, Mais et quand il était petit, il a grandi là, etc. c'est ce que fait Seb, hein. Ces accroches sont pas souvent longues en plus, mais Mm. on est déjà sur un élément captivant, intéressant, et avec ce retournement de OK, voilà où on en est arrivé, ou voilà le contexte, et on va refaire tout l'historique. Après, je pense que c'est plus simple avec des grands noms, là, que tu parles d'Amy Winehouse. J'ai envie de dire, tu cliques sur un titre qui s'appelle l'histoire entière de Amy Winehouse. Bon, tu t'attends pas à que ce soit juste des anecdotes, Mhm. surtout sur une vidéo de 40 minutes. Donc, tu as envie de lui dire, bon, allez, vas-y, passe ton intro. Ok, mais de toute façon, je veux déjà la voir, ta vidéo. C'est pour ça que ces intros sont pas longues. Et après, voilà. Mais je trouve ce qui est intéressant dans sa façon de concevoir des vidéos et même d'écrire des scripts, je pense, c'est vraiment tous les petits rebondissements. Et c'est souvent ce qu'on dit aux clients, ou même à des prospects, ou même à des personnes qui veulent des conseils sur YouTube. Les vidéos sont toujours structurées. C'est vraiment intéressant. On pourrait s'arrêter sur chaque vidéo et avoir le chapitrage. Voilà. Donc je pense que ça, c'est déjà quelque chose qu'il a en tête quand il fait ses recherches. Ouais. Se dire, OK, bah tiens, la première partie, je vais parler de toute la première partie, mais je vais appuyer sur cet élément-là. Cet élément, bah, c'est un peu quelqu'un qu'on apprécie beaucoup qui nous parlait de ça, de bombe narrative. De vraiment se dire, OK, la première partie pourrait déjà être une vidéo. Parce qu'il y a un début et une fin, et on va faire un retournement de situation pour enchaîner sur la deuxième. Et ça, j'aime beaucoup, parce que ça rend vraiment la vidéo très fluide. Et même quand ça dure 1 heure, bah, tu as ces petites montées, et après, tu es prêt. Tu es prêt à repartir. Donc, Ouais. Ça donne et du relief, en fait, en ouais, permanence, mm, d'avoir des trucs comme ça. Et en fait, ça va se caractériser par des mots de liaison particuliers, ouais. des trucs du style il se passe ça, et il s'est passé ça aussi, Donc, mais il y a eu ça, 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 et donc il s'est passé ça, ça, ça. Et alors, voilà. Et ouais. à la surprise générale, enfin, voilà, ces trucs-là, je les exagère volontairement, mais. Et ça c'est. Je m'en suis. Alors, ça fait longtemps qu'on sait en théorie que ça marche, qu'on l'a expérimenté sur certaines de nos vidéos aussi, etc. Mais il y a. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un créateur YouTube qui a une toute jeune chaîne, il a fait 5 ou 6 vidéos qui marchent très très bien, qui fait ça de façon excessive. C'est-à-dire vraiment, il va prendre exactement les mots que je t'ai dit là, et il va les faire vraiment en mode mais et donc, etc. Et ça marche très. Et en fait, ça te manipule le cerveau. C'est Mm. incroyable. Tu regardes la vidéo, tu n'arrives pas à décrocher de sa vidéo, alors que les sujets sont pas forcément hyper passionnants et tout, mais juste parce qu'il utilise cette structure-là de Mais façon vraiment forcée. Tu le vois et tu ouais, n'arrives pas à résister quand même. je crois C'est que assez balèze. c'est ce qu'on appelle la structure South Park. Ah, possible. C'est beaucoup les créateurs de South Park qui ont expliqué ça en conférence et tout. Ce fameux mais donc et alors, et on recommence à chaque fois. Et qu'en fait, Mm. que chaque scène soit toujours dépendante de l'autre pour vraiment créer quelque chose et pas que ça soit plat en fait. Ouais. Donc, ouais, donc intéressant à utiliser. Pas facile, hein. C'est facile de le dire, mais Mhm. vraiment pas facile de le mettre en place. Surtout, alors toi tu parlais de quelqu'un qui faisait l'excès, mais idéalement, il faut pas que vous fassiez le mais, donc et alors. Donc, il faut savoir utiliser les mots. Honnêtement, Euh, ça passe. Aujourd'hui encore, ça oui, passe. Ça deviendra obsolète dans quelques temps, parce que quand on le verra tous venir, mais aujourd'hui, ça passe encore très bien. Je pense que pour commencer, c'est bien de se forcer à le faire même de façon évidente et se rendre compte que c'est pas grave. Mais oui, les meilleurs, effectivement, utilisent des transitions beaucoup plus douces. C'est plus ouais. l'information qui va créer cet effet de contradiction plutôt que le mot de liaison en Mm. lui-même. Mais, euh, mais oui, oui, il y a Ok. de la marge. Une petite question que je me pose, parce que pour moi, l'étape d'après, une fois qu'on a fait les recherches, qu'on a le script, normalement, ça va être le tournage. Mais avant, les deux vont ensemble. À ton avis, alors même si tu n'as peut-être pas regardé beaucoup de vidéos, ils scriptent totalement ou pas? Il script. Alors, ce qu'il a. Est-ce qu'il a Je un suis pas sûr qu'il a, je prompteur? suis pas Est-ce sûr qu'il ait que... un prompteur. J'ai pas Ouais. l'impression qu'il ait un prompteur. Euh, Alors, il a un ton très très naturel. C'est un peu sa marque de fabrique.
Ah, ça, Euh, on peut avoir un ton très naturel avec un prompteur, mais j'ai pas l'impression. Par contre, ces mots sont quand même bien choisis. Il perd pas de temps, il n'y a pas tellement de... Et j'ai l'impression, pareil, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il a peu de cuts quand même dans ses vidéos. Donc c'est pas comme il cherchait ses mots en permanence, qui était en mode et donc je sais pas, voilà. Donc oui. j'ai quand même l'impression qu'il y a une structure et un truc. Alors il y a plein de façons de procéder, mais peut-être qu'il a des phrases qui sont écrites, il les regarde et ensuite il les dit d'une traite face à la vidéo. Et là il y a des petites astuces au montage d'ailleurs, c'est qu'au moment où il y aura un cut entre une phrase et une autre phrase, on va mettre une illustration Mm. pour donner l'impression qu'il n'y a pas eu de cut. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on peut utiliser. Donc je pense que c'est plutôt comme ça. Il doit avoir une phrase à la fois, probablement, qui va tourner et mettre des illustrations au bon moment. Euh, mais je sais pas trop. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, en fait? Parce que toi, tu regardes un peu plus ces vidéos. Alors, j'aimerais croire qu'il n'y a pas enfin, il y a pas de script et que ça soit un peu comme tu le dis. Après, je sais qu'il y a certains moments dans sa vidéo où on le voit buter sur un mot, buter sur une phrase. Donc, c'est le petit côté où le monteur s'amuse, voilà, alors sous l'autorité de Seb, bien sûr. Euh, donc, alors, je pense comme toi qu'il n'y a pas de prompteur. Parce que, en plus, on a l'habitude, on les voit un petit peu, les gens qui utilisent un prompteur. Même ceux qui utilisent très bien le prompteur, ça se voit. Euh, je pense, honnêtement, et c'est affreux, hein, je pense il a une aisance devant la caméra et il a une aisance à raconter des histoires C'est possible. qui s'est forgée depuis des années, en fait. Je crois Parce qu'il que, ferait un one-shot comme ça. alors Vraiment, je raconte non, l'histoire et... peut-être pas un one shot. Mais c'est possible, hein. Je pense qu'il a un squelette. Je pense vraiment il a le squelette de sa vidéo parce que elles sont tellement bien racontées et il y a certains éléments. Mais je pense pas qu'il y ait trop de choses écrites et qu'il fasse un peu comme certains. Je regarde mon écran, je lis et après hop, je le demande. Mais je trouve qu'il a. En fait, c'est ça qui m'énerve avec lui et que j'adore. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est qu'il a une façon de raconter les histoires. Il est très posé aussi par rapport à d'autres youtubeurs qui veulent. C'est pas du Squeezie. Squeezie, quand il raconte des histoires, il est un peu. Tu sens que c'est un peu joué. Alors que lui, c'est vraiment, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, t'es avec lui dans sa chambre, t'es sur le canapé, et comme c'est un fan de musique, il est en train de te raconter l'histoire. Et je trouve ça très, très fort. Parce qu'il y a des petits traits d'humour, il y a des silences. Alors, quelque chose qu'on voit peu, je trouve, sur YouTube, c'est vraiment des Ouais. silences. Et après, on va parler de l'étape d'après. Il y a pas un montage surdynamique. Voilà. Comme tu disais, c'est un petit peu un ovni, je trouve, dans le paysage YouTube. Pour quelqu'un qui l'a depuis quand même 10 ans, j'ai regardé, il a fait que 171 vidéos. C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Il a plus de 5 millions d'abonnés. Et il a fait le format un petit peu bête au tout départ. Il a testé le format vlog avec des grands documentaires. Et là, je trouve qu'il a trouvé vraiment un troisième souffle avec cette aisance qu'il a et dans sa chambre en plus. C'est ça qui est marrant, c'est que quand d'autres ont des studios, même si je sais que maintenant il a des studios, il a une agence, il a créé son agence, mais en tout cas de ce qu'on voit, alors à moins qu'il ait refait tout le décor, c'est vraiment posé dans sa chambre. Pas de travail énorme sur le décor et la lumière, je trouve ça. Voilà. Donc encore, voilà, moi je trouve que ouais, il sait se tenir devant la caméra, il a une diction qui est parfaite, il sait mettre du rythme, il sait mettre des petites touches d'humour sans que ça soit trop. Donc je pense que pour moi, voilà, c'est pas du scripté, il connaît les grandes étapes. Donc, Ça me rappelle un autre YouTuber qui m'avait impressionné à l'époque, qui s'appelait, son nom de famille c'est Cade. Il faisait des vidéos sur la vidéo, c'est un vidéaste. Et ce qui m'impressionnait à l'époque, c'est qu'il chuchotait au micro quasiment. ouais. C'était quelqu'un qui était hyper calme, hyper posé, et il vous expliquait comment faire de la vidéo, exactement comme ça. Et je me disais, mais d'où ça sort et je trouvais un côté... Ouais, en fait, on a envie d'apprendre avec un prof comme ça. On n'a pas envie d'apprendre avec un prof qui fait Yo, tout le monde aujourd'hui, vous expliquez comment faire de la vidéo et tout. Et je sais pas, Et ça m'avait frappé. Et il y en a un paquet. Et ça m'avait frappé et je me suis dit qu'il y avait, ouais, il y a une place aussi pour des créateurs comme ça. Mm. Voilà, Seb ne deviendra pas le créateur qui va avoir 200 millions d'abonnés, tout ça. Non. Mais il y a une vraie place pour des contenus calmes, posés, intelligents. Et je trouve qu'il a bien saisi. Petite question, parce qu'on est un peu dans le tournage.
alors là, c'est des questions techniques, hein, on est dedans aujourd'hui. À ton avis, il enregistre un épisode de temps en temps ou il a fait une session d'enregistrement? Parce que c'est deux choses. Alors, pour expliquer, c'est deux choses qu'il est possible de faire. Dire, vous pouvez regrouper dans une journée. Alors, c'est des vidéos de 30 minutes, de 15 à 30 minutes. Donc, on peut imaginer qu'on met 2 fois plus de temps pour le tourner. Est-ce que tu es Oui, d'accord avec sûrement, pour un Seb, oui, ça doit pas aller beaucoup plus loin que ça, je pense. Ouais. Est-ce qu'il a enchaîné plusieurs tournages dans la même journée? 5, 6? Est-ce qu'il a fait une Alors, semaine entière? par rapport au type de contenu que fait Seb, encore une fois, j'ai pas regardé dans sa série de décembre, là. Oui, je sais. Mais si c'est exactement sur la même veine que ses contenus précédents, je pense qu'il en a tourné qu'un par jour. Parce que probablement qu'il doit s'immerger totalement dans son sujet du jour. Et si on est immergé dans Baby Shark, on peut pas s'immerger après dans Kurt Cobain le lendemain, enfin 20 minutes après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je pense que ça doit être très difficile. Mais c'est propre à lui. Il y a des créateurs qui peuvent très bien enchaîner 2-3 tournages, surtout quand c'est moins documenté et moins, où il doit mettre moins d'émotion dedans. Mais pour lui, je pense pas. Mais je peux me tromper aussi, hein. Et vous savez quoi? Tiens, je refuse, je le fais jamais. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, taguez Seb. Taguez Seb, peut-être qu'un jour on aura une réponse. Hein, allez-y, voilà. On suppose plein de choses, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont vraies. Mais j'aimerais bien avoir un jour un retour de Seb sur toutes les questions qu'on se pose Carrément, aujourd'hui. carrément. Donc, mais alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est dur d'enchaîner plein de tournages quand tu es fan de musique et surtout, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas scripté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, même s'il y a des grandes étapes, où il a dû le relire avant, il a dû se replonger dedans, et c'est difficile. Mais après, Seb, tu nous le diras, c'est totalement possible d'enchaîner une semaine où tu fais tes 30 tournages. Hein. Souvent, le setup est installé, c'est bon, tu as le bon micro, hop, t'enchaînes la journée. Et si ça se trouve, en fait, il fait ses parties en impro, et du coup, peut-être qu'il les retourne 12 fois chaque partie. Peut-être qu'il va tourner des blocs de 5 minutes dans chaque vidéo, et qu'il essaie de le faire en une traite, et que des fois, sa langue, elle fourche, et il recommence ce truc-là 4, 5, 6 fois. Peut-être. Et que du coup, son tournage, il dure 8 heures. C'est ce que j'allais dire. Imaginons le pire, parce que nous, on a vu plein de gens, plein de coulisses, donc plein de gens tourner. Imagine, c'est vraiment du one-shot, et je parle pendant 2 heures. Je fais mes recherches en même temps. Et voilà, tu es sur des tournages super longs. Ça, c'est possible, mais je crois pas. Dans ce cas-là, il y a des cuts. Ouais. Il y a plein de cuts qui apparaissent. Mais... Ouais. Et puis, bon courage au monteur, du coup. C'était 8 heures de rush. Parfait, bonne transition, merci Sylvain. Dernière étape, enfin une des dernières étapes, un gros morceau, c'est le montage. Ouais. C'est le montage, parce qu'encore une fois, je le rappelle, c'est pas juste du fast cam pendant 10 minutes, c'est vraiment illustré. Il y a une sorte de charte graphique que j'aime beaucoup, et qui est très pratique, je pense, pour le ou les monteurs. Tu penses qu'on aurait plusieurs sur les vidéos de Seb, des monteurs? Soit il a un très bon monteur, très productif. Parce qu'il en a sorti 30, c'est ça? Parce Oui. Il en fait une par jour. Ouais. Soit il a une équipe. Et ce serait, en tout cas une équipe. Il a 2-3 monteurs, ce qui serait pas étonnant. Hein. Parce que même des youtubeurs qui sortent 1 à 2 vidéos par semaine ont des fois 2-3 monteurs. Alors, Donc, ce qui me paraît compliqué, en fait, dans le cas de Seb, c'est que son rythme de publication habituel, il est très lent. Ouais. C'est genre, je sais pas, 2 vidéos par mois, un truc comme ça. Donc, en fait, il n'a pas en permanence 3 ou 4 monteurs formés à faire ses vidéos. Non. Et je pense que ce serait du coup très difficile de recruter 2 ou 3 monteurs exprès pour refaire exactement son format lui, de la façon dont il aime et tout. Donc, j'aurais plutôt tendance à pencher du côté de, il a un monteur attitré, avec qui ça se passe bien, etc. Et ils ont pris de l'avance ces derniers mois pour pouvoir sortir cette série pendant le mois de décembre. Et un bon monteur sur une vidéo type Seb, si le tournage n'est pas trop long, c'est pas 8 heures, il peut le monter en une journée. Hein. En vrai, surtout si dans le script, il y a déjà les illustrations et ces plans-là qui sont difficiles à aller chercher. Donc, c'est possible. Alors, je dirais que c'est possible, mais ce qui me laisse dire que ce serait aussi possible d'avoir plusieurs monteurs, c'est parce que, comme je l'ai dit, il a annoncé il y a quelques mois donc, la création de son agence audiovisuelle. Donc, on n'est pas que sur YouTube. Hein. Et quand tu vois ses locaux, je crois qu'il y a un moment où il parle au sous-sol d'une salle de dérochage. Il parle d'un îlot
avec des monteurs. Et je me dis, tu vois, est-ce que ce serait pas, j'aimerais bien, tu vois, alors le petit côté marketing, est-ce que ce serait pas aussi peut-être un coût marketing pour son agence, Oui, tu vois, c'est possible. même s'il vous le dira pas sur YouTube, mais ça parle dans les réseaux YouTube et audiovisuels, hein, il n'y a pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce serait pas pour démontrer un petit peu la capacité, gérer des monteurs? Parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ces vidéos, moi qui les regarde, elles sont toutes construites de la même manière. Mhm. Que ça soit la charte graphique, que ça soit l'incrustation d'images. Tu vois, il y a pas 15 000 effets différents. Toutes les vidéos, en tout cas, en termes de montage, se ressemblent. Et je pense que ça peut être aussi une bonne chose quand tu intègres un nouveau monteur, de lui donner un process là, et Ouais. pour lui dire voilà, voilà ce que c'est, voilà les critères d'une vidéo de Seb. Tiens, vas-y. Et en même temps, bah, tu as peut-être le monteur officiel de Seb qui chapeaute un petit peu tout ça. Et voilà, C'est possible. C'est possible. je Surtout, suppose, hein, ils font de la prestation de montage, c'est ça? Pour des oui, youtubeurs je crois. Alors, je suis pas sûr parce qu'il est pas allé, il nous a pas tout, il a pas tout dit sur. Et c'est pour ça que j'ai précisé que je crois que c'est vraiment sur euh, du comment, audiovisuel et pas forcément YouTube. Ah, donc ça peut être Je de la sais que presta pour des émissions télé, pour des entreprises, pour de la pub, je etc. pense ou... plus, alors peut-être pas de la pub, mais tu vois, je pense plus documentaire. Je pense que Ah, son ok. expérience un petit peu documentaire avec ces 2-3 voyages qu'il a fait, euh, voilà, il a dû se dire il y a une place, il y a des choses à faire, c'est quelque chose que j'aime, que je pratique, que sûrement j'ai envie de refaire. Ça peut être sympa d'avoir ce côté YouTube documentaire, parce que Mhm. finalement, un bon documentaire sur YouTube, tu peux le retrouver sur Netflix plus tard, tu peux le retrouver sur du France 2, Arte, enfin, Ouais. t'as un panel en tout cas de canaux de distribution qui est intéressant. Donc, et pour moi, le montage qu'il fait, encore une fois, c'est pas du montage divertissement avec des effets, des machins. Il n'y a pas des cuts toutes les 2 secondes. C'est vraiment juste de voix off avec l'incrustation Ouais. d'images d'archives. Ça Ce colle qu'il vraiment pourrait bien à des faire. docus, t'as raison. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, moi je suppose que moi je suis plutôt team, il n'y a pas qu'un seul monteur. Mais en Mhm. tout cas, Ok, ils ont tous le même cahier des charges. intéressant. Ok. Donc ça, on pourrait croire que c'est la dernière étape. Mais cette étape, elle peut être coupée, quoi. Parce que nous, on le sait. Bah, il y a le monteur, et après, il y a la relecture, il y a le revisionnage, il y a les détails. La V2, V3, V5, V7, V12 sur V7, certains montages. ce matin j'ai vu V7. Hein. Oui, une V7, oui, version 7 d'un demi-montage. Ouais. Ok, tu peux nous parler un petit peu de ça, un peu de Oui, ce fameux. c'est ça toute la difficulté en fait de déléguer des montages. C'est-à-dire quand vous faites les montages vous-même, les créateurs qui nous écoutent, vous savez à quel point c'est fastidieux, c'est long, c'est important aussi pour vos vidéos, mais au moins vous maîtrisez tout et généralement la première version qui sort elle est bonne. Quand vous déléguez un montage, soit vous avez votre monteur depuis très longtemps, vous avez appris à travailler ensemble, ou bien vous avez un cahier des charges ultra précis. Je me souviens toujours de cette anecdote de d'un youtubeur américain qui faisait des vidéos hyper complexes, qui avait fait un guide de 90 pages d'instructions de montage. Voilà, donc mais c'est possible. Tous les youtubeurs peuvent déléguer leur montage, même si ça peut être très complexe. Donc soit vous avez vraiment ce process qui est bien peaufiné, etc. Et du coup, le monteur qui vous accompagne depuis longtemps et vous sort des vidéos qui sont quasiment parfaites. Et vous avez à ce moment-là généralement 2-3 petites remarques. On fait une V2, c'est bon. Soit, c'est là où ça devient complexe mais à la fois intéressant. C'est que un bon monteur, il aura envie de mettre de lui dans la vidéo. Un bon monteur, il a de la créativité, il a des idées, il va prendre des initiatives. Parce qu'à un moment, il va voir un truc, ça va lui déclencher quelque chose dans le cerveau, il va dire cette scène-là, j'ai envie de mettre un petit effet musical qui monte, qui crée un petit peu une pression. Puis après, j'ai envie de faire un petit gag, un petit truc qui va faire rire un petit peu l'audience. Là, celle-là, je pense qu'on peut la redécouper autrement et inverser les plans, etc. Il y a des millions de choses qu'on peut faire au montage, autres que juste cutter et mettre des illustrations et une petite musique de fond. Et donc, plus vous allez chercher des bons monteurs, plus ils vont prendre ce genre d'initiative. Et plus du coup, vous, en tant que client, vous allez avoir probablement des retours à leur faire. En leur disant, ça c'est super, j'adore. Par contre, là, l'initiative que tu as prise, ça va pas parce que tu n'avais pas toutes les infos, mais en fait, il y a un sponsor derrière et du coup, ça passera pas. Ou bien parce que ça me ressemble pas, même si je trouve que c'est bien ce que tu as fait. Voilà, il y a aussi tous les moments, il y a des textes qui apparaissent où il peut y avoir des fautes de frappe, ou bien ça peut ne pas rester suffisamment longtemps à l'écran, ou bien c'est pas assez contrasté par rapport à l'arrière-plan. C'est tous ces trucs-là où en fait on fait des retours, et c'est vrai que nous, pour nos clients pour lesquels on gère les montages,
La partie la plus longue, c'est presque aussi long en fait, le boulot du monteur, que notre boulot de review, de revoir à chaque fois tout le montage. Et les moments où le son est coupé un tout petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, la durée des pauses, des blancs est importante pour rythmer la vidéo. Donc on va à ce niveau de détail, quoi. On va au niveau de détail de dire là, laisse une demi-seconde de blanc en plus après la punchline. Là, fais apparaître un texte en zoom de telle sorte, etc. Et ouais, donc c'est vraiment une étape qui peut être très très lourde et qui est super importante. Et si on va encore plus loin, pour ceux qui... Alors peut-être Seb a d'ailleurs ce process-là, mais on travaille avec des gens qui font de la vulgarisation scientifique, et eux ont des relecteurs déjà à la partie du script. Donc des scientifiques, des chercheurs qui vont relire les scripts pour vérifier que c'est bien juste, c'est bien correct, etc. Et aussi du coup sur la partie vidéo, parce qu'une fois qu'on a le script et qu'on a le montage, bah, même si l'information est bonne au départ, la façon dont c'est agencé peut laisser croire d'autres choses. Et donc il y a des relectures parfois de fact-checking quoi quelque part. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui est importante. Et puis si on veut aller au niveau des MrBeast et autres, bah là on peut aussi avoir un panel, un auditoire qui consomme la vidéo et là on check si les réactions sont bonnes, si les gens se désintéressent, etc. C'est encore une autre échelle. Exactement. Donc, non, je trouve que c'était intéressant d'en discuter aujourd'hui, d'avoir vraiment cette vue de, ok, on prend un gros YouTuber, et nous on essaye à notre niveau, hein, parce qu'on n'est pas dans les petits papiers de Seb, donc on ne connaît pas exactement, mais on essaye de supposer et d'en déduire certaines choses. Alors, dernière étape, on n'en a pas parlé, parce que pour moi en tout cas, c'est pas ce qui représente la chaîne de Seb, comme beaucoup de gros YouTubeurs. C'est les miniatures. Ouais. Normalement, les miniatures, on aurait dû en parler au moment du script. Parce que, on le dit souvent sur cette chaîne, surtout pour quelqu'un qui commence ou qui n'a pas des millions de personnes qui le suivent, imaginez vos miniatures dès le moment que vous avez trouvé l'angle, imaginez le titre et la miniature. Par contre, Seb, bah, c'est, on va dire pour moi, le classique, peu importe ce qu'il fait, ça va fonctionner. Ces miniatures, elles n'ont rien d'extraordinaire. C'est toujours la même chose. On voit l'artiste, on voit lui, des fois on voit le nom, ou une petite punchline, des fois ça reprend même le titre. Un fond de couleur un peu flashy, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens cliquent parce que c'est écrit Seb, et pas forcément la miniature. Et je suis le premier, hein, je suis le premier à me dire, mais en fait, la miniature ne m'intéresse pas. Je sais ce qu'il produit, je cliquerai dessus. Il pourrait même me faire un fond noir avec écrit Bob Marley, j'aurais cliqué dessus, quoi. Mais voilà, c'est pas ce qu'on vous conseille de faire, en tout cas vous qui nous écoutez. Mais voilà, je voulais quand même qu'on en discute un petit peu. Ouais, faut vous mettre en tête en fait que c'est une exception en fait sur YouTube, ce genre de créateurs, qui sont tellement bons entre guillemets que quand on a regardé une ou deux vidéos de Seb, on a parfaitement compris ce qu'il faisait. Et après, si le sujet nous intéresse, on clique en fait. Oui. Et il y a plein de créateurs, dont probablement vous, nous, voilà, nous pareil, nos contenus ne sont largement pas aussi bons que ceux de Seb, qui du coup doivent convaincre en fait à chaque fois les gens que ça vaut le coup de cliquer. Et c'est là où en fait la science des titres et des miniatures rentre en compte beaucoup plus que pour les très gros créateurs. Et en fait Seb, lui, il a un process qui est assez simple, hein. Il a soit des vidéos où on vient parce que c'est Seb, on sait que c'est lui, donc c'est sa communauté qui répond et qui dit je connais les vidéos de Seb, je clique, etc. Soit d'autres où il a réussi à te créer un sujet suffisamment intriguant que ça va aller chercher une audience plus large. Et c'est le sujet qui fait venir, c'est pas le titre, c'est pas la miniature, c'est le sujet. Et donc, on le découvre par ce biais-là, on tombe amoureux de lui, et après, du coup, on regarde les autres contenus finalement. Donc, il n'a pas besoin. Et il fait partie de ces quelques rares créateurs qui n'ont pas tellement besoin d'apporter beaucoup de soins à leur titre et leur miniature. Il pourrait, parce qu'en toute franchise, ça le desservirait pas, et ça lui permettrait d'agrandir un peu plus son audience par rapport à l'investissement que c'est. Je pense que ce serait largement rentable. Je pense là aussi qu'il y a du gros potentiel de croissance chez des gros créateurs français qui sont parfois un peu fainéants sur cette partie-là, notamment pour aller chercher des audiences nouvelles. Mais c'est pas l'étape la plus importante. L'étape la plus importante, on va revenir dessus, mais c'est celle d'ailleurs sur laquelle les gros créateurs pour lesquels on travaille nous sollicitent le plus, c'est trouver l'angle, le fameux angle. Et donc c'est à l'étape du choix du sujet, avant même le script. C'est quoi l'angle? C'est quoi le truc qui va faire que les gens vont vouloir être intéressés, vont vouloir venir? Et après, quelque part,
peu importe si le titre il est parfait autour de ça, si l'angle a été exprimé dans le titre et la miniature, généralement c'est suffisant pour que les personnes comprennent pourquoi ils doivent regarder la vidéo. Donc c'est vraiment cette étape-là qui est clé et là où Seb est assez fort, je pense. Oui, oui, non, mais comme tu dis, c'est beaucoup de grands créateurs sont très forts sur le choix de l'angle et du sujet. Donc voilà, mais effectivement, les miniatures dans le YouTube, dans le gros YouTube, c'est pas, comment dire, c'est pas une bonne influence. Il y a plein de choses que vous pouvez voler en termes de mécanique, en termes de process, en termes d'idées même, des gros YouTubeurs, mais que ça soit Squeezie, que ça soit Seb, que ça soit un Inoxtag, et pourtant c'est 3 types de miniatures totalement différentes, on vous conseille pas. On vous En conseille France, pas en France. Mais En France, oui, aux en France, US, comme ils se tirent la bourre et comme il y a une vraie grosse Oui. concurrence, ils sont obligés de mettre le paquet sur les titres et les miniatures pour le coup. Mais en France, Exactement. encore une fois, on a moins de concurrence et donc ça leur suffit pour que leur communauté s'active. Pas Oui. besoin de trop se prendre le chou sur les titres et les miniatures. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, en France, comme c'est les plus gros créateurs sont presque les créateurs les plus anciens, juste leur nom et l'expérience sur la plateforme suffit. Un Squeezie, 19 millions d'abonnés, il a prouvé, il a plus grand chose à prouver en tout cas, en termes de contenu. Donc c'est écrit Squeezie et ça suffit. Bon, on pourrait un jour analyser les miniatures. Un jour, j'aimerais bien qu'on le fasse, un petit réac miniature du top tendance YouTube. Alors, je pense qu'aucun de nous deux ne connaît plus de la moitié, et encore, je suis même pas sûr. Mais ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Donc c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu un format un peu spécial. J'avais vraiment envie qu'on parle de ça parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur comme type de format. Et je voulais avoir voilà, ce côté un peu plus coulisses. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, on va faire des appels à l'action what the fuck maintenant. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, la seule chose qu'on vous demande, c'est de taguer Seb. Envoyez un message à Seb sur Insta et tout ça. Envoyez. Ah Seb, ces gars ils ont fait une vidéo sur toi. Est-ce que tu peux aller voir? T'en penses quoi? Vas-y. Peut-être qu'un jour on pourra. Voilà, parce que je trouve que c'est quelqu'un d'assez ouvert. Je serais ravi de discuter avec lui vraiment de ce genre de format et de ce genre de process. Carrément. Voilà, vraiment avoir les coulisses, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, merci Sylvain. Ouais, merci, c'est trop C'était cool. un vrai plaisir. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, ciao. Allez, ciao.